Un message de sensibilisation qui plante donc très bien, j'allais même dire le décor avec cet Agodier Spirit, esprit Agodier. Et selon ONU Femmes, selon l'ONU, j'allais dire, une femme sur 3 dans le monde a subi des violences physiques et ou sexuelles à un moment donné de sa vie, le plus souvent de la part d'un partenaire intime. Mais la violence conjugale n'est pas que physique et commence bien souvent par des mots, une violence qui ne laisse pas de traces visibles, mais qui est dévastatrice pour les victimes. Hier, 25 novembre, on a célébré la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes qui lance en même temps les 16 jours d'activisme contre les VBG, les violences basées sur le genre. On vous l'avait promis hier, elle est là, bien avec nous, la présidente de l'Institut national de la femme, Maître Huguette Boukpé-Akadia. Bonjour et bienvenue sur 5 sur 7 matin. Bonjour et merci de m'avoir invité. Mais c'est un plaisir de vous recevoir par ici pour évidemment évoquer tout ce que fait l'Institut national de la femme, qui est l'émanation d'une volonté du chef de l'État. Il a voulu de cette institution-là, de cet organe pour réguler tant soit peu, on va le dire ainsi, l'ampleur des violences basées sur le genre dans notre pays. Mais avant, Maître, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de l'ampleur des violences faites aux femmes au Bénin? Oui, alors je vais peut-être donner des chiffres qui datent de décembre 2023. D'accord. Des chiffres globaux, si je puis ainsi dire, et puis donner des chiffres par rapport à l'Institut national de la femme. Alors en décembre 2023, les chiffres tirés du système intégré des données relatives à la femme et l'enfant, qu'on appelle communément CIDOFE, signalent que 78 233 cas de violences faites aux femmes et aux filles ont été enregistrés entre l'année 2019 et l'année 2023. En ce qui concerne l'Institut national de la femme, nous avons enregistré de septembre 2021, donc depuis la création, jusqu'à septembre dernier, donc 2024, nous avons enregistré 2909 cas. Alors, c'est dire que les VBG ont une certaine ampleur au Bénin. Ça ne date pas d'aujourd'hui d'ailleurs, et qu'il y a longtemps qu'on lutte. Mais peut-être que vous allez me le demander tout à l'heure, mais je prends sur moi de le dire tout de suite. On constate qu'il y a une hausse de signalement, ce qui est très bon signe. Parce que la hausse de signalement ne veut pas dire qu'il y a une hausse de cas. La hausse de signalement est un bon baromètre dans la mesure où ça prouve que déjà il y a plus de dénonciations, donc que la parole s'est libérée. Ça prouve aussi que les méthodes de sensibilisation, l'intensification de la sensibilisation, la mobilisation autour de ce phénomène portent du fruit. Ça prouve aussi une confiance désormais dans les mécanismes nationaux de signalement, de prise en charge des victimes, d'accompagnement. Et donc, ça prouve que le fait d'avoir créé, opérationnalisé l'Institut national de la femme répondait bel et bien à une forte demande. Donc voilà. Alors, j'ai bien envie de savoir, Maître, quels sont les types de violences les plus fréquents et comment ces violences impactent-elles la vie des jeunes femmes et des jeunes filles? D'accord. Je vais me référer à l'ordre, on va dire, à la liste, on va dire, des violences les plus observées par rapport à ce que nous recevons comme cas depuis que l'Institut a été créé. La première, c'est de la violence conjugale. C'est une violence conjugale qui est le plus souvent post-séparation. Post-séparation. Post-séparation, c'est-à-dire, c'est une violence conjugale qui intervient dans un contexte d'abord où il y a séparation, pour diverses raisons. En général, la vie est devenue invivable et à un moment donné, pour la plupart des cas, les hommes prennent le devant des choses, se séparent, se reconstruisent avec d'autres femmes, ou alors les femmes en ont ras-le-bol et prennent leur courage à deux mains et décident de se séparer. Mais après, il y a la question de la garde des enfants. Il y a la question de la pension alimentaire qui engendre énormément de violence. Deuxièmement, c'est la violence physique qui vient.
Troisièmement, il y a le viol. Quatrièmement, il y a le viol et l'atteinte sexuelle sur mineurs de 13 ans, entre 0 et 13 ans. Sixièmement, il y a la violence économique, la violence patrimoniale. Là, c'est plutôt cinquièmement. Sixièmement, il y a le harcèlement sexuel. Et septièmement, il y a l'abandon de grossesse. Maintenant, le premier des premiers qui revient dans toutes les formes de violence, c'est la violence psychologique. Elle est présente dans toutes ces catégories de violence dans l'ordre que je vous ai cité. Donc voilà ce qu'on observe le plus. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce qu'on observe une amélioration ou une détérioration de la situation sur ces dernières années? Et comme je vous disais tout à l'heure, si on se réfère à l'augmentation du cas de signalement, au fait que les gens dénoncent, les gens se plaignent, même des parents viennent se plaindre pour leurs enfants, etc. Il y a comme désormais un état d'alerte général qui facilite justement la dénonciation, qui facilite le courage de porter plainte. Il y a l'appui qu'apporte l'INF, parce que c'était extrêmement important que les femmes se disent « l'État est avec nous, on a quelqu'un, on a quelque part où aller ». Donc la situation est en train de s'améliorer. Le temps de l'impunité, c'est fini. Les juridictions punissent sévèrement. Donc, il y a quand même, il y a un changement, une transformation sociétale un petit peu au forceps, parce que la loi, elle ne fait pas de cadeaux, qui s'opère. Mais la bonne nouvelle aussi, pourquoi je dis aussi que ça s'améliore, c'est parce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui ne sont pas indifférents à la situation que les femmes traversent et qui sont en train de devenir des alliés. Voilà. Très bien. Alors, quelles sont les actions concrètes que mène l'Institut national de la femme pour essayer davantage de renverser cette courbe qui manifestement a eu le temps, d'accord, de connaître une croissance exponentielle sur plusieurs années, sur plusieurs décennies? Dès sa création et jusqu'à ce jour, l'Institut national de la femme s'est lancé dans l'information, la sensibilisation, avec, on va dire, un affinement ou une diversification des méthodes de sensibilisation. Elles deviennent aussi digitales, numériques. Elles atteignent de plus en plus les jeunes parce que c'est là-bas, c'est dans ce cercle digital numérique qu'on les retrouve. Donc il y a de la sensibilisation, il y a de l'information, puisque de nouvelles lois ont été édictées, promulguées, qui sont des lois vraiment centrales pour les actions menées par l'Institut national de la femme. Vous connaissez bien la loi portant prévention et sanction des infractions commises à raison du sexe, les modifications que le Code des personnes et de la famille a connues et la loi concernant l'interruption volontaire de grossesse. Donc, vulgarisation de ces lois. Il y a eu beaucoup de cliniques juridiques. D'accord, c'est-à-dire? Les cliniques juridiques permettent en fait de se mettre en situation et d'utiliser, et ça s'est fait dans différents départements, d'utiliser les juridictions locales comme le lieu de la scène de la clinique et de faire jouer tous les acteurs qui interviennent dans la prise en charge d'une victime qui a décidé d'aller en justice. Donc ce sont des procès fictifs dans lesquels on montre bien le rôle que joue chacun, le juge, le procureur, l'avocat, comment la victime doit se comporter, qu'est-ce qu'elle doit apporter pour que la lumière soit faite sur la manifestation de la vérité, et puis les acteurs qui sont les acteurs qui sont aux côtés, qui participent à la préparation de ce procès, à savoir la police judiciaire, à savoir les acteurs sociaux, les assistants sociaux. On fait intervenir les centres de promotion sociale aujourd'hui, guichet unique de protection sociale. Et puis le public vient s'asseoir pour observer. D'accord. Ça permet de sensibiliser. Ça permet de montrer que le temps de l'impunité est passé. Et ça permet de voir comment un procès est mené et de donner aux gens la confiance, en fait, en ce que si je dénonce, si je me plains, eh bien, il y aura un procès et justice me sera faite. On fait
on a fait des campagnes de sensibilisation, on a fait des campagnes digitales, on a fait des tournées départementales. J'en ai fait avec la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, notamment dans certaines universités et écoles du niveau supérieur. Ça a continué avec comment dirais-je, de la sensibilisation qui a été médiatisée, organisée conjointement par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, le ministre de la Santé et moi-même, toujours sur la question du harcèlement sexuel en milieu universitaire. Nous avons fait beaucoup de sensibilisation auprès des élèves aussi. Cette année particulièrement, la secrétaire exécutive a conduit beaucoup de sensibilisation dans les collèges, dans les écoles. Nous avons eu des séances à la fois d'information, de sensibilisation et on va dire de concertation avec les chefs traditionnels, avec les têtes couronnées de façon générale, les leaders religieux, les leaders traditionnels. Nous avons travaillé à ce que on s'assure que dans les cours royales, les VBG sont connus et sont combattus. On a conclu, on va dire, des alliances avec ces leaders religieux, ces leaders traditionnels pour qu'ils soient de la partie. On a fait tellement de choses que j'ai. En tout cas, on est vraiment présent. Vous êtes très actif aussi sur. On est très actif sur le terrain. Sur l'assistance judiciaire. Il ne faut pas oublier les innombrables procès qui, à la date d'aujourd'hui, je crois que depuis sa création à ce jour, l'INF a déjà obtenu 302 décisions de justice. 302 décisions de justice. Oui, 302 décisions de justice. On est beaucoup donc dans l'accompagnement judiciaire. D'accord. On est dans l'accompagnement psychologique parce que il y a une permanence de psychologues à l'Institut national de la femme. Donc c'est systématique, même Justement. quand il y a pas, même quand c'est pas suivi de procédure judiciaire, nous sommes partout. J'allais vous demander justement comment est-ce que vous accompagnez les femmes dans leur parcours de reconstruction. Alors, pour ce qui concerne la reconstruction, je crois que c'est le grand chantier, on va dire. Parce que c'est vrai que l'accompagnement psychologique fait partie de la reconstruction, que c'est seulement quand justice est rendue que le cœur est apaisé et qu'on peut entrer dans la phase de reconstruction. Ce que nous faisons aussi, c'est du partenariat, je vais dire ça comme ça, ou du référencement des victimes qui ont des besoins immédiats, on va dire, de ressources financières ou d'appui financier, un besoin d'autonomisation. Le référencement est fait à l'endroit du ministère des Affaires sociales et de la microfinance qui est vraiment en charge de l'autonomisation économique et financière des victimes. Il nous est arrivé d'accompagner les victimes en termes de reconstruction. Si je donne un exemple, une femme qui a été dont le visage a été totalement abîmé par de l'acide que son ex-mari lui a versé dessus, qui a perdu une oreille, qui a perdu un œil. La reconstruction passe par le fait, par exemple, que l'Institut national de la femme, avec le concours de médecins du monde suisse, ait pu réunir les fonds qui ont permis d'opérer à plusieurs reprises cette femme, de lui redonner un visage alors qu'elle n'en avait plus, de permettre une prothèse au niveau de l'oreille et de donner un aspect plus esthétique à l'œil qui est perdu, etc. Donc oui, nous contribuons à la reconstruction. Mais comme je le disais hier, dans mon discours de lancement de la campagne, j'ai proposé une alliance avec les différents ministères, notamment le ministère en charge du commerce, le ministère en charge du numérique, et le ministère forcément des Affaires sociales et de la microfinance avec lequel nous travaillons déjà, une alliance pour que chacun dans ses compétences apporte une contribution à la reconstruction.
qu'on travaille ensemble. Alors, maître, est-ce que vous souhaiteriez, qu'on puisse porter des améliorations sur le cadre juridique béninois? Est-ce que vous pensez que ce cadre juridique est suffisamment protecteur de la femme, ou il faut porter des améliorations? Je pense qu'il faut porter des améliorations. Certaines améliorations seront véritablement applicables, si je puis ainsi dire, au fur et à mesure que la transformation sociétale s'opère. Je donne un exemple. Les ordonnances, il y a des ordonnances qu'on rend en justice qui permettent l'éloignement de l'auteur de la violence. Mais dans notre contexte, ce n'est pas simple, puisque dans la plupart des cas, beaucoup de ménages vivent dans la maison familiale, par exemple, de l'auteur de la violence, ou dans une maison qu'il a construite lui-même, etc. Et vous savez bien que dans notre contexte, dire à un homme violent de quitter la maison de ses parents n'est pas chose facile. Absolument. Donc, pas. Oui, je pense aussi à la situation terrible que vivent une grande frange de la population féminine. C'est le fait que beaucoup de couples vivent en concubinage. Je vais utiliser le terme juridique. Parce qu'ils ne sont pas mariés, mais qu'ils ont vécu 20 ans, 25 ans ensemble. Ils ont eu des enfants, et puis au décès de l'homme, supposons, ou quand il y a une séparation. Donc il n'y a pas de divorce, mais il y a séparation de 20-25 ans de vie commune. Et ces femmes-là ne bénéficient de rien. Elles n'ont droit à rien. Parce qu'il leur sera opposé qu'il n'y a pas de lien de mariage. Et ça, c'est catastrophique. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on ait le courage de légiférer sur la situation des femmes non mariées, mais qui subissent des préjudices égaux aux préjudices que subissent les femmes mariées en cas de décès, en cas de séparation, dans les cas de violence patrimoniale, dans les cas des questions successorales. La part du conjoint survivant, elle est due aussi bien dans les faits, elle est due à la personne, la femme, la veuve légale, mais elle est due aussi à la veuve de fait qui a vécu 25-30 ans avec la même personne et qui lui a fait des enfants. Donc, je crois qu'il y a quelque chose à faire. Je pense aussi que la cyberviolence à l'égard de la femme et de la fille prend une telle ampleur que notre code de l'information et de la communication ou notre code du numérique ne suffisent déjà plus à couvrir toute la frange de cyberviolence, des différentes violences subies via Internet par les femmes actuellement. Donc, il y a quelques champs d'amélioration sur lesquels on va travailler. D'accord. Vous avez lancé hier donc, les 16 jours d'activisme contre les VBG. Ils seront faits de quoi ces 16 jours? Alors, ce sera d'abord beaucoup de sensibilisation. Il va y avoir de la sensibilisation par divers moyens. On va avoir des jeux concours, des jeux TikTok sur la création de contenu sur les VBG. L'objectif étant vraiment d'atteindre les jeunes, parce que les jeunes, vous savez, constituent plus de la moitié de la population. Et déjà, les femmes constituent plus de la moitié de la population. Donc, on a vraiment des enjeux par rapport à ces cibles-là. Il va y avoir de la sensibilisation au niveau, au sein des structures étatiques, notamment des ministères. D'accord. Il va y avoir du sport sans violence. On va promouvoir le sport féminin. Il va y avoir une grande campagne. À la fin, il va y avoir une grande caravane. Donc, c'est vraiment de la campagne de sensibilisation, d'information. Moi, je vais beaucoup intervenir de mon côté sur, comment je vais appeler ça, de l'autonomisation psychologique et émotionnelle. D'accord. La question de l'estime de soi. De l'intelligence émotionnelle aussi?
de l'intelligence émotionnelle l'intelligence émotionnelle qui est vue à tort comme de la faiblesse, mais qui constitue en fait une force. Mais surtout, les femmes et les jeunes filles ont besoin d'avoir confiance en elles, de s'aimer. Parce que c'est quand vous vous aimez que vous pouvez dire non à la violence, que vous fixez des limites qu'il ne faut pas franchir. Sinon, on aura beau faire du travail, il va manquer cela. Ça manque beaucoup. Très bien. Maître, avant de vous laisser partir, qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes ces femmes victimes encore de violences, qui hésitent à porter le message, qui hésitent à dénoncer, parce qu'encore sous le fait, donc FAI Inc., sous le poids des pesanteurs sociologiques, on ne dénonce pas son mari, on ne fait pas dans de la délation, parce qu'on ne voit pas le côté de dénonciation, on voit plutôt le côté délation de la chose. Qu'est-ce que vous dites à ces femmes et à celles et ceux qui font déjà dans de la dénonciation, qu'est-ce que vous leur dites aussi? Alors à ces femmes-là, je voudrais leur dire que leur vie, je vais y aller directement, votre vie, elle est précieuse. Et vous êtes, chaque femme, chaque être est un être exclusif, qui a une destinée formidable, qui est né avec des dons, qui a des talents à développer, qui a une contribution à apporter dans sa famille, dans sa communauté, dans sa nation. Il faut que vous vous aimiez suffisamment pour dire non à la violence. Il faut que vous ayez en vous une telle confiance que vous soyez prête à dire « Je prends mon courage à deux mains et je fixe des limites qu'il ne faut plus franchir pour me porter atteinte physiquement ou pour porter atteinte à mon intégrité physique, à mon intégrité émotionnelle, à mon intégrité psychologique. Dites-vous que si je ne prends pas soin de moi, je risque de mourir bêtement, inutilement. Le cancer, c'est pas autre chose, vous savez. Le sujet qui précédait, c'était le cancer. Le cancer, c'est la chose que vous avez refusé d'extérioriser. C'est le non que vous avez refusé de dire à la violence. C'est la somme des blessures que vous avez reçues, que vous pensez avoir les fait cicatriser, qui n'ont jamais été cicatrisés. Levez-vous sur la valeur de votre vie et fixez des limites qu'il ne faut pas franchir. Pour ça aussi, je voudrais vous demander, il faut avoir une autonomie financière, travailler, aller à l'école, refuser qu'on vous empêche d'aller à l'école, refuser qu'on vous empêche de vous former, refuser qu'on vous empêche d'être éduqué. N'écoutez pas les personnes qui vous disent « Arrête de travailler, reste à la maison, je m'occupe de toi ». Ce n'est pas vrai. Elles vont s'occuper de vous quelque temps et vont vous abandonner après. Soyez prêtes à toute éventualité. Dans la vie, on ne sait pas ce qui peut arriver. Il faut un minimum que vous ayez dans votre poche, sur un compte quelque part, des biens que vous possédez un peu, pour que quand ça chauffe, quand il n'y a pas d'issue, que vous puissiez rebondir. C'est extrêmement important. Je voudrais dire aussi à ceux et celles qui sont dans la dénonciation qu'il faut poursuivre. Parce que chaque fois qu'on sait et qu'on ne dit rien, on est complice. On est co-auteur littéralement. Donc c'est extrêmement important. Je voudrais féliciter les hommes qui ne savent pas détourner le regard quand ils voient une violence se produire. Les papas qui dans leur foyer sont des époux modèles, je voudrais les féliciter. Les hommes qui dans les lieux de travail deviennent des mentors, deviennent des alliés, deviennent des dénonciateurs, ceux qui refusent que leur milieu de travail soit un milieu de vulnérabilité pour la femme, je voudrais vous dire bravo et je voudrais vous dire de continuer. Les hommes aussi qui, dans les milieux où on partage la foi, dans les milieux religieux, ont le courage d'aller voir un prêtre, le courage d'aller voir un pasteur pour lui dire « Mais pasteur, il se passe des choses dans notre église. Mon père, il se passe des choses. Il y a des femmes qui se plaignent. On ne va pas continuer de leur dire que c'est leur croix et qu'il faut la supporter. Il faut qu'on dénonce. » À ces personnes-là, à ces hommes-là, je dis qu'ils sont des alliés. Je dis que cette alliance a pour nous de la valeur. Et je dis au peuple béninois, ne pensez pas que ce que nous disons, c'est de l'extrapolation, c'est de l'exagération. Tous les jours, dans une maison, dans la rue, dans un lieu de travail, il y a une femme qui souffre. Et
et qui souffrent gravement. Et donc ce combat que nous menons, c'est une affaire nationale. Je voudrais qu'on se mobilise tous autour de la lutte contre les violences faites aux femmes. Parce que ça aussi, c'est notre développement qui est en jeu. Ça participe. La lutte réduit le coût. Ça coûte, en fait. Réparer la violence, ça coûte. Et donc, c'est en contribuant à la lutte contre la violence faite aux femmes, nous contribuons à ce que nous appelons développement, surtout nous ajoutons souvent durable. Le développement durable passe par la lutte contre les violences faites aux femmes. Très bien. Merci beaucoup, maître. J'espère que votre message, il est entendu. Il est reçu 5 sur 5 et quelqu'un m'a laissé un message tout à l'heure à quand l'Institut national de l'homme et que disons au nom des violences à l'égard des hommes. Je ne vais pas vous laisser répondre. Ce sera un autre sujet. Ce sera un autre sujet, absolument. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin, répondre à nos préoccupations pour essayer d'en savoir plus sur ce que fait l'Institut national de la femme, ses attributs, attributions et ses actions concrètes sur le terrain. Vous passez une excellente journée, maître, et on se dit à très bientôt sur 5 sur 7 matin. C'est chez vous, revenez quand vous voulez. Le plateau vous sera toujours offert pour passer et délivrer vos messages. Juste à votre suite, on reçoit le professeur Victor Prudent Tokpanou de l'ANSALB, l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, qui organise donc les grandes conférences de l'Académie. À tout de suite avec le professeur Tokpanou.